Mesdames les échevines de la ville de Charleroi, chers rescapés, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, je vais faire mon témoignage, mais avant de faire mon témoignage, je voudrais introduire justement la genèse historique, qui nous a conduits jusqu'au génocide. C'est une partie écrite que je dois lire et la partie du témoignage viendra après, si vous permettez. C'est un honneur pour moi de parler, ou plus exactement de témoigner sur mon vécu durant cette tragédie qu'a été le génocide en tant que rescapé ou miraculeux, comme certains d'entre vous ici. En effet, si nous sommes ici en train de commémorer, c'est en soi-même un miracle, car nous aurions pu nous aussi partager le même sort avec nos chers qui sont disparus dans un génocide organisé par le pouvoir politique génocidaire. Mais avant d'entrer dans le témoignage proprement dit, j'estime obligatoire de remettre les choses dans leur genèse historique afin d'éviter que notre histoire soit mal racontée par d'autres, parfois à des fins de négationnisme. Je me permets de dire cela car moi et les autres de notre génération, je parle ici des années 60, 50, 60, 70 et 80, sommes des produits de cette histoire indigne qui culminera par le génocide des Tutsis de 1994. Comme vous le savez, un génocide n'arrive pas de manière accidentelle, il se pense, se conceptualise, se ritualise, s'intègre, s'incarne et en fait s'exécute. Je l'ai déjà dit, notre génération a connu tout le processus qui a conduit à l'élimination physique, donc le génocide, après avoir subi, vécu des situations d'humiliation, bref, déshumanisation, orchestrées par les différentes couches de la population, de la petite enfance, des cadres religieux, bien évidemment des politiques, et finalement de la masse populaire. Je donnerai, pour expliciter mon propos, 3 exemples. Le premier, c'est vers les années 1965-66, un garçon du quartier, je dis cela parce que ce garçon était mon aîné de 2 ans seulement, un jour il croisa ma mère sur le chemin et se permit de lui dire en chanson, je vais la chanter, c'était un enfant de 7 ans. Mais parce que ça se chantait peut-être à la maison, c'est pour ça qu'il a pu reproduire ça. Donc, si je traduis, il a dit tes frères sont partis à l'étranger, tu n'as qu'à les suivre. Ce garçon a ainsi bravé les interdits culturels qui astreignaient tout enfant à notre époque au respect de toute personne âgée et de surcroît une maman de l'âge de sa mère. Et la situation avait permis que le Tutsi, âgé ou jeune, n'ait droit à aucun respect. Cette maman, donc ma mère, qui a vécu cette humiliation, a fini par être exécutée pendant le génocide de 1994. Ensuite, vous parlez d'une histoire d'une fille qui, à la fin de ses études secondaires, elle a écrit à une copine qui était restée à l'année inférieure, à lui demander les nouvelles de l'école, mais sa lettre, avant d'être postée, a été chippée par sa colocatrice. La lettre l'a conduit à la brigade de sa région. La lettre en soi contenait le mot salaud. Et les autorités ont interprété comme quoi le mot salaud signifiait Abahutu. Elle a été emprisonnée, a été rayée de la liste des fonctionnaires de l'État, de la fonction publique. Mais ce que je voulais dire ici, c'est qu'un curé de la paroisse de chez elle, il est allé voir ses parents
Elle les a parlé de manière sarcastique en disant votre fille a été emprisonnée, elle sera enceinte ou sortira vieille dit. Ça veut dire qu'au Rwanda, elle sortira enceinte ou vieille dit. Donc, ce prêtre, au lieu de compatir avec les parents éprouvés, il est venu Kubasong, c'est-à-dire les enfoncer dans le chagrin. Cette fille, elle aussi, a été tuée pendant le génocide de 1994. Et troisième histoire, enfin, vous savez, comme vous savez, le 1er octobre 1990, le FP attaqua le Rwanda. Dans la nuit du 4 au 5, un simulacre d'attaque sur la capitale est organisé. Le lendemain, commence la chasse aux Tutsis qui auraient été soi-disant comprises dans l'attaque. Mais ce qui est curieux, et sur quoi je voudrais insister, c'est que certains Hutus se sont sentis investis dans le pouvoir, surtout Tutsis, de sorte qu'un voisin s'introduisait dans la maison, fouillait la maison et finalement te conduisait à la brigade ou au stade de Nyamirambo où on emprisonnait tout le monde. Donc, le seul fait d'être Hutu, de porter la carte d'identité avec mention Hutu, lui procurait le pouvoir et à l'inverse, le fait d'être Tutsi faisait automatiquement perdre tout droit du citoyen. Aussi, ces Ibyitso, donc c'est compris, donc ces soi-disant Ibyitso ont été presque tous génocidés en 1994. Maintenant, si que j'existe en tant que rescapé du génocide, je dirais que c'est un honneur de témoigner de l'histoire de mon existence pendant une période qui m'a appris les miens, les amis, les vôtres, bref, les Tutsis de mon pays, le Rwanda. Je vais vous raconter une anecdote encore une fois qui s'est produite en 1972. Une petite histoire sur l'année 72, c'est que le régime, le président était à l'époque était M. Kayibanda. En 72, s'était préparé un coup d'État pour le renverser. Et le Tutsi était celui qui a été le bouc émissaire pour changer le pouvoir politique. Donc, pendant cette période, ma grande sœur, qui s'appelle Moussoumandi Marie-Providence, de retour dans l'église, rencontre un vieux sage et voyant. Il la salue et lui demande chez elle. Ma sœur, toute naïve, lui montre chez elle. Le vieux, à son tour, lui dit « Jeune fille, je ne te connais pas, mais je vais te faire une révélation. Notre Moutoile, ça fait notre président, va partir. Il sera remplacé par un monsieur du nord du pays qui va travailler, et bien travailler. Le pays sera en paix et prospère. Mais sa chute sera suivie de sang dans tout le pays. Et ceux qui gagnent que tu vois plein de gens, ils vont tous mourir. Il n'y aura pas de rescapé, sauf celui qui sera sur le versant de Nyakabanda. Nyakabanda, c'est une colonie qui délimite la capitale de Kigali du côté du nord. C'est là où j'habitais, justement, c'est pour ça que j'ai introduit cela. Moi, j'habitais à Nyakabanda, et sur la révélation du vieux, j'étais promis que je serais peut-être rescapé, même si je n'étais pas sûr. Mais le 26 mars 1994, ma soeur est venue nous rendre visite. J'étais jeune marié. Ma soeur est venue nous rendre visite. C'était notre soeur, c'est pas celle qui avait reçu la révélation. Et m'a rappelé que, parce qu'il y avait un climat d'insécurité généralisée, ça se prépare, on le voyait. Elle m'a dit, au moins vous qui habitez sur le versant de Nyakabanda, peut-être que vous serez ressuscité, vous serez rescapé. C'est comme ça que, à chaque fois que je fais le témoignage, j'introduis cela dans mon histoire, qui fait suite à une révélation qui est, je dirais, culturelle, mais qui remonte de 1972 jusqu'à 1994. Alors la suite, c'est mon histoire maintenant. Donc j'ai... Le 6 avril, comme dans presque tous les quartiers de Kigali, il y avait une insécurité. On avait organisé des rondes qui étaient assurées par les gens qu'on payait. À ce jour-là, ce soir-là, j'avais été élu président du quartier qui devait engager les gens qui devaient faire la ronde justement pour la sécurité du quartier. Ce même soir, le 6, nous sommes un voisin, son frère qui était motard avait été tué justement dans cette sécurité-là
on l'a fusillé. On était allé faire le deuil chez lui. Et quand on était là, c'est là où on a entendu le coup quand on a descendu l'avion du président. Tout le monde se demandait de quoi il s'agissait parce que ça fait un bruit qui n'était pas habituel. On était habitué à des grenades, mais ce jour-là, cette nuit-là, c'était autre chose. Mais quand j'étais là, dans cette famille-là, les jeunes du quartier, qui étaient apparemment des intérimaires que je ne connaissais pas, ils s'étaient venus se faire que je les mettais sur la liste pour assurer la sécurité. J'étais en train de faire la liste des gens que je vais engager, jusqu'à ce que le bruit là de l'avion survint. Et donc, on a arrêté, on est rentré. Et c'est le lendemain qu'on a su que c'était le président qui était décédé, c'est l'avion qui a été abattu, qui était décédé. Donc, ce jour-là, on est resté à la maison. C'était le 7 matin. On est allé s'approvisionner dans des boutiques qui étaient à côté pour voir, parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Ce jour, le soir, vers 16h, c'est que le matin, on avait commencé à tuer du côté de Kakir, du côté de là où était la garde présidentielle, du côté de la ville. Et nous, on était encore épargnés. À 16h, juste exactement, il a un voisin, c'est le père d'une fille qui est ici, était tué dans notre quartier, juste tout près de chez nous. Alors j'étais à la maison et j'entends les gens qui font le bruit, qui m'appelaient au secours, qu'il fallait nous sauver. Alors nous tous, on est partis, on est allés s'abriter, se cacher dans le centre c'était un centre de Suisse qui était un centre de recherche sur les coopératives. On est resté là-bas, on était au moins quelques 200 personnes. Le lendemain, le 8, comme aujourd'hui, le 8, comme j'habitais tout près du centre, je m'inquiétais de ce qui s'est passé chez moi et je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai rencontré un de ces jeunes que j'ai engagé le soir et puis il me demande si je suis là-bas et avec qui je suis là-bas. Je dis, je suis là avec ma famille. Il m'a dit, toi, tu sors, tu ne retournes pas là-bas, moi je vais les chercher parce que dans 10 minutes, on viendra les tuer. Alors, je pense qu'il avait une longue épée. Il est allé appeler mon petit frère qui s'appelle Lambert. Il a appelé un peu. Quand Lambert l'a vu, avec une épée, il ne pouvait pas l'approcher parce qu'il avait une épée. Il pensait qu'il allait le tuer. Après, j'ai dû retourner en arrière pour faire signer à Lambert de sortir. Puis j'ai appelé Lambert, mon frère, et ma femme, et ma soeur. Ils sont sortis. Et même, on a croisé la camionnette de la gendarmerie qui avait des militaires. Et sur ce coup-là, ils en ont tué 13 personnes. Les autres sont sortis là. Ils ont sauté l'enclos du centre. Mais sur ce coup-là, on a tué 13 personnes. Alors on retournait à la maison. Là, on commençait à voir quelque chose allait mal. On est resté là. Le lendemain, le 9, un voisin. Celui qui était élu, mon chef, mon vice-président, dans la soirée des 6, il a directement pris les commandes. C'est lui qui est devenu président maintenant. Moi, j'ai été directement évincé et on a mis celui qui était élu pour vice-président. Il est venu me chercher, il m'a dit que tes amis, tes frères musulmans me demandent où tu es, il faut qu'on aille les voir. On est parti les voir, il m'a pris, on est parti les voir. On a croisé une camionnette de militaires qui jonchaient de cadavres qu'on allait jeter dernièrement. Un militaire m'a vu et a demandé, qu'est-ce que vous avez fait ici? De voir des gens qui se promènent, je ne sais pas, c'était très miraculeux parce que ce jour, je devais mourir. Ici, personne n'est enterré ici et vous commencez à marcher. Parmi là que j'ai échappé à la mort. Et puis, pour faire vite, la situation a continué. On a commencé à beaucoup tuer jusqu'au 18. Alors, le 18, c'est une date qui est fatale pour moi parce que le 18, un voisin est allé comploter avec des terrains qui étaient de l'autre côté sur la grande rue de Nyakabanda, qu'on appelle Kadhafi. Elles sont venues, mais pour elles, l'objectif était de demander de l'argent. Elles sont venues à midi, j'étais dans la chambre, et la fille qui travaillait chez moi a toqué sur ma porte, elle me dit, voilà Bachar, c'est-à-dire, on vous cherche. Et pour nous, c'était fini. Et là, je regarde ma femme, je me dis, c'est fini, ou on part nous tous, ou voilà.
Je suis sorti, on m'a demandé, ils ont directement demandé de l'argent. Sincèrement, je n'ai pas d'argent, je n'avais rien, mais j'ai négocié à ce que je donne de l'argent. Il avait une grenade des Chinois. Et quand je disais que je n'ai pas d'argent, il nous a mis. Entre-temps, mon petit frère qui rentre, qui ne sait pas quoi, à la maison, il avait des énerves qui est rentré. Lui était un peu. Donc, fort. Voilà, de l'équipe qui savait tout le petit. Donc, voilà comment il est. Et puis, on nous a mis ensemble dans une chambre. On nous a menacé de dégoupiller la grenade. Et puis, à chaque fois, on demandait pardon qu'on allait chercher de l'argent. Bref, on a convenu qu'on allait chercher de l'argent et 100 000 francs pour nous. Donc, j'avais dit qu'à 17h, je me mettrais la somme de 100 000 francs. J'ai été obligé de sortir, d'aller chercher. Il y avait un groupe de musulmans qui habitait juste dans notre quartier. Je suis allé les voir et on est allé chercher chez qui on peut trouver de l'argent. Entre-temps, il y avait un chef d'Inel qui était aussi voisin. Mais cet Inel quand on allait au travail le matin, nous on avait une voiture de service qui venait nous chercher. On lui donnait toujours le livre pour aller au travail. Et donc il s'est proposé de venir négocier avec ces gens-là. Alors on est retourné vers 17h. J'avais pas d'argent, j'avais pas trouvé de l'argent, mais il avait dit qu'on allait négocier avec ces autres parce que lui était chef. Et quand on arrive, je trouvais que l'autre était venu, maintenant Anthony militaire. Il avait sorti ma femme et ma soeur, il les avait mis devant la maison, ils étaient assises. Alors quand je rentre, avec vraiment beaucoup de gens, un groupe de musulmans, un groupe d'Inel qui venaient me soutenir bien évidemment, on a trouvé, ils étaient deux à la maison. Et quand on commence à négocier avec lui, on lui demande pourquoi il venait, alors qu'ils sont chefs de le quartier, pourquoi il venait de l'autre quartier. Et puis il a dit, non, la chose a changé, je n'ai plus besoin de l'argent parce que ce monsieur, il a un collègue à lui qui est venu de Gikondo, à Karambo, qui est venu nous dire qu'il faut le chercher parce qu'il est Ignienzi. Maintenant, il n'est plus question d'argent, on doit l'amener. Et c'est comme ça que les négociations n'ont rien donné, le groupe de Neramwe est parti. Je suis seulement resté avec 3 personnes, dont un qui s'appelait Maître Sabiti, qui était un joueur de l'équipe des militaires, l'équipe Panthère Noire. On est parti voir le chef qui était sur la rue de Cheikh Gaddafi, qui m'attendait. Là, vraiment, c'était ce qu'on appelle le Kutiobo. Là, on appelle le Kutiobo, c'est là où on tuait les gens. Je suis allé jusque-là. Heureusement, ce chef qui m'avait interpellé, qui s'appelle Deo, était le maçon de Maître. Donc, Maître a négocié en tant que star de l'équipe de Panthère Noire des militaires, mais aussi comme patron de celui qui était Nérama. Ils ont négocié, ça a pris du temps. À un certain moment, Maître Sénégal dit, je t'ai négocié, tu ne veux pas. Si réellement la vie de monsieur est dans tes mains, il est là, tu le tues. Et Deo a hésité. Deo a hésité et ça finit par dire que, on a compris que je ne veux pas me tuer, mais je dois lui donner 10 000 francs. Si je ne le donne pas sur le coup, je le donnerai après la guerre, c'est ce qu'on dit. À cette fois, ça s'appelle la guerre. Donc je suis resté avec une dette de 10 000 francs envers Deo. On m'a ramené à la maison. Et quand j'arrive à la maison, j'ai trouvé que ma femme était enceinte de 3 mois. Elle avait déjà commencé à saigner pour une fausse couche. C'est ce qui s'est passé. On n'avait rien. Et on s'est débrouillé avec ce qu'on avait d'outils de fortune. Bon, voilà. Donc jusqu'au 18, j'avais convenu avec des... Parce que dans tout le quartier, il y avait des barrières. Donc, il y avait devant chez moi, derrière chez moi, il y avait toutes des barrières. Alors, la barrière m'avait permis de rester à la maison la journée et que je puisse participer au monde de la nuit. Ça a continué ainsi, on tuait les gens. Mais ce qui a été traumatisant, c'est que Deo, moi j'habitais entre deux fausses communes où on fusillait les gens, on les jetait dans la fausse commune. J'étais entre les deux. À chaque fois que Deo venait tuer les gens, il venait à la maison pour laisser son corps là, pour que je parte avec sa dette de 10 000. Et ça a été traumatisant. À chaque fois qu'il tuait les gens, il venait chez moi, il transpirait beaucoup. Il disait que moi je viens voir si tu es encore là. Je suis fatigué, j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, mais
Et pour moi, c'était vraiment une torture que j'ai vécue pendant tout ce temps-là. Pour faire vite, la date la plus fatidique, ça a été le 21. Comme ça a été le 21 mai, ça a été la prise de Kanombe de l'aéroport de Kigali. Et on était sur nos rondes là la nuit. Et mon vice-président là, parce que lui était influent, il allait partout. Et puis il vient me dire, c'était vers 22h de la nuit, je me rappelle. Il m'a dit, il m'a mis sur le côté, il m'a dit, je vais te dire une chose, mais ne me demande pas qui l'a dit, elle ne me demande pas où ça s'est passé. Elle m'a dit, je viens d'assister à une réunion. La réunion a décidé de venir te tuer demain. Je l'ai retardé pour que je puisse voir comment je peux te sauver. Elle m'a dit, tu rentres à la maison, tu penses quoi faire, si tu trouves une solution ou quoi je peux faire pour toi, tu me le dis. Sincèrement, je suis rentré à la maison, je n'ai pas trouvé de solution. Mais vers la fin de la nuit, vers le matin, les propositions m'ont venues comme ça. J'ai écrit 3 lettres. J'ai écrit à 3 personnes différentes. La première personne lui demandait s'ils peuvent me cacher chez eux, à Mirambo. 2, la deuxième personne, c'était, notre famille, c'était de négocier pour moi un conseiller qui s'appelait Kelekezi de Bijogo, qui était un grand tueur. Je pense que c'était des amis. Et une autre personne était aussi, c'était le président de Kemer que je connaissais, qui était proche de la famille de ma femme. Et j'ai envoyé 3 lettres, elles sont arrivées, et vers 8h du matin, la famille chez laquelle j'avais demandé qu'ils me cachent, ils ont envoyé une jeune fille. Elle est venue à la maison, elle me dit, je viens te prendre. Je lui dis, comment tu vas me prendre? Tu me mets dans un sac, tu vas me mettre sur le dos, comment tu vas me prendre? Elle me dit, on m'a envoyé pour que je vienne te chercher. C'était impossible, je n'avais pas pensé. Et puis, je suis resté. Entre-temps, le monsieur vient me dire, tu n'as pas trouvé de solution. Je lui dis, j'ai trouvé des gens où je peux me cacher. Le reste, c'est comment y arriver. Elle dit, on va organiser comment tu vas partir. Il m'a dit de quitter la maison. Il m'a mis dans l'autre maison d'un voisin. Je restais là. Entre-temps, le matin, je vais voir le maître. Parce qu'il habitait pas trop loin, le joueur là, il habitait près de chez moi. Je viens le voir s'il peut au moins rester avec mon frère et ma soeur. Parce que moi j'avais trouvé où aller avec ma femme, mais ma soeur et mon frère n'avaient pas de place. Alors je vais voir le maître. Quand j'arrive là-bas, on ne sait pas le temps qui s'était passé, que Kanombe a été prise. Et quand Kanombe a été prise, les militaires les blessés qui étaient dans l'hôpital de Kanombe étaient transférés au centre de Kapsunzu, là où on était. C'était tout près de chez nous. Donc la situation avait changé, tout le monde avait peur, parce que le cas Kanombe s'était déplacé de chez nous. Ce qui signifiait que notre zone sera cible des bombardements suite justement à... Alors j'ai trouvé maître en train de préparer son voyage, de rentrer chez Akiamou. Au retour, je croise un autre général qui s'appelle... qui n'était pas tueur, juste il était une arme de formation, mais qui n'était pas tueur. Il est passé à la maison, elle a pris ma femme, l'a menée chez il a conduit à Mirambo. Je l'ai croisé sur le chemin avec ma femme, on ne s'est même pas parlé. On a croisé, on m'a dit, je l'amène chez le vieux là qui nous avait... Bon, moi je suis retourné, je ne suis pas allé à la maison, je suis allé chez un voisin, on a caché. Et monsieur venait toujours vérifier si je n'ai pas encore trouvé comment partir. Parce qu'il m'a dit, les heures approchent de venir te tuer. Donc, je suis resté là jusqu'à 13h. À 13h, il est venu, il m'a dit, non, maintenant on sort. Tu sors, tu meurs. Je suis sorti, lui, avec le voisin là, et on est parti. À ce moment, puisque Kakanombe était tombé, et tous les paysans qui étaient Kanombe, c'était la débandade dans la ville. On a pu se faufiler dans cette masse d'opération. On est allé jusqu'à Mirambo. Alors à un certain moment, j'arrive à Mirambo, je suis bloqué. Devant, il y avait une barrière que je ne peux pas franchir. De l'autre côté, il y a une autre barrière. Et la dame, je suis rentré dans une maison que je connaissais. Je trouve la dame là-bas. Elle s'est étonnée que je suis encore vivant. C'était le 22 mai. Alors elle m'a dit, la maison ici à côté, on a perdu l'enfant. Les gens y vont.
tu fais comme si tu allais au deuil, et puis il va te faire traverser son enclos, et comme ça tu vas atteindre la Nyamirambo où je devais aller. C'est ce qu'on a fait. Je suis sorti de chez elle. Quand j'arrive devant la barrière, on a contourné, on est directement rentré dans la maison de ce vieux. Ce vieux, ma ville me connaissait. Il m'a dit, où est-ce que tu vas? Je dis, je ne sais pas. Mais il me demande en quoi il peut m'aider. Je dis, ce que je veux, c'est que je puisse traverser ton enclos. Elle me l'a permis, nous avons traversé à 3, et puis on est monté jusqu'à ce qu'on arrive à la barrière on appelle, ça s'appelait, pour ceux qui connaissent Nyamirambo, ça s'appelle chez les Blancs du dialogue. C'est le dialogue. Il y avait un certain, des gens qui gardaient la barrière là, me connaissaient. Et quand en traversant l'enclos du vieux, de ce monsieur-là, à un certain moment, on est arrivé à un moment où on rencontre beaucoup de gens. Et pour faire semblant que nous aussi, on fait partie du quartier, pour qu'on ne soupçonne rien, on les a interceptés, on les a demandé pourquoi ils fuyaient. Ils m'ont dit, si vous ne le faites pas, vous allez nous trouver devant demain. Si vous êtes intelligent, on pourrait partir ensemble. Alors, les gens qui étaient avisés que j'arrive, qui étaient sur la barrière, ils ont vu que, comme s'ils étaient interceptés, ils sont descendus. Je les ai fait signer qu'il n'y a pas de problème, mais ils ont pris la relève. Les deux messieurs qui m'accompagnaient, ils sont passés. Ils ont pris le côté droit. Moi, j'ai continué avec le monsieur là, jusqu'à ce qu'ils m'introduisent dans la famille qui m'avait accepté. C'est à partir du 22, je me suis caché dans cette maison, moi et ma femme. Mais dans cette maison-là, on était 36 personnes. Le vieux avait 36 personnes qui étaient cachées dans toutes les chambres. Et sa sœur qui habitait avait 18 personnes. Donc on était au moins 42 personnes qui étaient cachées par ce vieux. Il était malade, il restait devant la porte pour que personne n'entre. C'est comme ça qu'on s'est caché là jusqu'à la prise de la capitale. Mais vers la fin, j'étais menacé justement par l'enfant de cette famille qui était aussi dans la rue. À chaque fois, on cherchait comment me faire arriver à l'ambassade de la Tanzanie. Et la personne qui venait me chercher, j'avais vraiment maigri, beaucoup maigri. Elle me dit, si je te sors ici, tu ne peux pas dépasser la barrière. Donc, à chaque fois, il venait, il me regardait, il me dit, non, je reviens demain. Alors, demain, il revient, ça ne change pas. Donc, je ne pouvais pas traverser jusqu'à une ville où était l'ambassade de la Tanzanie. On est resté là, heureusement, jusqu'à la fin jusqu'à ce que Kigali soit prise. C'était le 3 ou le 4, je crois. 3 ou le 4, Kigali a été prise. Et puis on nous a conduits au collège Saint-André, où on a trouvé d'autres. Curieusement, mon frère et mon fils, ma soeur qui était restée, on s'est rencontrés au collège Saint-André. Eux venaient de Nyakabanda. Voilà comment l'histoire de Nyakabanda, qui était une histoire qui nous a été révélée en 72, a fait que quand même nous on est rescapés jusqu'à ce des épisodes difficiles. Donc le 18 avril, le 22, donc le 8, le 9, le 18, le 21, ce sont dates pour lesquelles j'ai échappé à la mort. Et si je vous parle, c'est que je suis encore là. Je vous remercie de m'avoir écouté.